Ils ont dit cela presque en riant, comme une évidence qui ne méritait pas d'être discutée. Le temps joue contre toi maintenant. On va faire au plus simple. La phrase est tombée au milieu d'une conversation banale, autour d'une table trop bien rangée pour être honnête. J'ai levé les yeux. Ils souriaient tous les deux. Un sourire rassuré, tranquille, celui de ceux qui pensent avoir compris le sens de l'histoire, avant qu'elle ne soit terminée. Ils parlaient vite. Ils avaient préparé leurs arguments, leurs gestes, leur silence. Ils expliquaient que les années passent, que les choses deviennent compliquées, que la fatigue s'installe sans qu'on s'en rende compte. Ils disaient cela sans cruauté apparente. C'est ce qui rendait la scène plus violente encore. Rien de frontal, rien de brutal. Juste cette certitude douce qu'ils n'avaient plus besoin de mon avis. Je les écoutais, immobile. Je comprenais chaque mot. Je voyais très bien ce qu'ils faisaient. Ils n'attaquaient pas. Ils encadraient. Ils réduisaient doucement l'espace autour de moi, comme on resserre une couverture sur quelqu'un qui, selon eux, ne se relèvera plus. Ils ont parlé de décisions à prendre, rapidement, d'anticipation, de logique. Ah, ils disaient que le temps n'était plus mon allié, que l'urgence imposait de simplifier. Simplifier voulait dire décider sans moi. Anticiper voulait dire me devancer. Me protéger voulait dire m'écarter. J'ai tenté d'intervenir. Une phrase simple. Une question claire. Ils m'ont répondu immédiatement, sans mordre, sans s'agacer. Ils m'ont rassuré. Trop vite. Comme on rassure un enfant inquiet. Comme si ma parole était déjà classée dans la catégorie des inquiétudes inutiles. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas une colère. Pas encore. Une lucidité sèche, presque froide. Ils croyaient que le temps m'avait affaibli. Ils n'avaient pas compris qu'il m'avait instruite. Ils se souvenaient de moi jeune, débordée, fatiguée, toujours prête à céder pour préserver l'équilibre. Ils s'appuyaient sur cette image-là. Ils pensaient que les années n'avaient fait que la figer. Ils se trompaient. Le temps m'avait appris à écouter, sans répondre immédiatement. À observer les gestes, plus que les discours. À reconnaître le moment précis où l'on cesse de dialoguer, pour commencer à décider à votre place. Ce moment-là, je le connaissais. Je l'avais vu arriver. Je l'avais déjà vécu, autrefois, dans d'autres circonstances, avec d'autres visages. Ils ont continué à parler. Ils expliquaient que tout serait plus simple ainsi. Que je n'aurais plus à me soucier de rien. Que je pourrais me reposer. Reposer de quoi, exactement? De penser? De choisir? D'exister pleinement? Je me suis tue. Non par peur. Par stratégie. J'ai compris que toute opposition immédiate serait utilisée contre moi. On dirait que je m'inquiète pour rien. On dirait que je ne comprends plus les enjeux. On dirait que je résiste parce que j'ai peur de vieillir. Je n'allais pas leur offrir cette facilité. Ils ont pris mon silence pour un acquiescement. J'ai vu leurs épaules se détendre. Leurs voix sont devenues plus assurées. Ils parlaient déjà de l'après, convaincus que l'essentiel était réglé. Le temps, pensait à ils, finirait le travail à leur place. Quand la conversation s'est terminée, ils m'ont regardé avec cette satisfaction discrète de ceux qui croient avoir bien fait. Ils m'ont dit que tout irait bien, que je pouvais leur faire confiance. La confiance, encore une fois, brandie comme une preuve qu'on ne me devait plus d'explication. Je me suis levée lentement. J'ai dit que j'étais fatiguée. Ce mot-là, ils l'attendaient. Ils confirmaient leur raisonnement. Ils n'ont pas vu que ma fatigue n'était pas celle qu'ils imaginaient. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis assise sans allumer la lumière. Mon cœur battait calmement. Mon esprit, lui, était d'une clarté presque douloureuse. J'ai sorti un carnet ancien, discret, que je gardais depuis des années. Je l'ai ouvert à une page blanche. J'ai écrit la date. Puis j'ai noté, sans émotion, ce qui venait de se passer. Les mots exacts, les intentions à peine dissimulées. En refermant le carnet, je savais une chose avec certitude. Ce qu'il prenait pour une faiblesse était en réalité un avantage qu'il n'avait jamais appris à craindre. Le temps ne m'avait pas ralenti. Il m'avait rendu précise, et ce qu'il m'avait appris, ils allaient bientôt en mesurer la portée. Quand je repense à la vie d'avant, celle qui a précédé cette scène où l'on m'expliquait que le temps jouait contre moi, je la vois comme une longue construction patiente, faite de gestes répétés et de renoncements silencieux. Rien de spectaculaire. Rien qui appelle l'admiration.
Une vie tenue, simplement. Je me suis mariée jeune, dans une époque où l'on ne parlait pas de choix personnels, mais de stabilité. On faisait avec ce qu'on avait, et on s'y tenait. Mon mari était un homme discret, solide, peu porté sur les grandes déclarations. Nous n'avions pas besoin de mots pour savoir que nous avancions ensemble. La fidélité se prouvait par la présence, pas par les promesses. Mais les années se sont organisées autour du foyer. J'ai appris à prévoir, à compter, à réparer plutôt qu'à remplacer. J'ai appris à faire durer les choses, les objets comme les liens. Quand les enfants sont arrivés, je n'ai pas réfléchi. J'ai donné. Mon temps, mon énergie, mes nuits, mes projets personnels. Je ne vivais pas cela comme un sacrifice. C'était simplement ce que l'on faisait. La maison est devenue le centre de tout. Pas un symbole de réussite, mais un repère. Chaque pièce portait une trace de notre vie commune. Les meubles, choisis pour leur solidité. Les objets gardés par fidélité plus que par valeur. Je n'ai jamais pensé en termes de patrimoine. C'était notre lieu, notre continuité. Quand mon mari est tombé malade, j'ai pris le relais sans discussion. Les rendez-vous, les démarches, les nuits sans sommeil. Je n'ai pas compté. Je n'ai pas mesuré l'usure. J'avançais, parce que c'était nécessaire. Lorsqu'il est parti, j'ai continué à faire fonctionner la maison comme avant. La régularité était ma manière de survivre. Les enfants étaient déjà adultes. Là, ils venaient, appelaient, promettaient. Je ne demandais rien. J'avais appris à ne pas peser. Je pensais que cette discrétion serait respectée, peut-être même reconnue. Je croyais que l'amour accumulé suffisait à garantir une place. Puis, il y a eu les changements. Lents, presque invisibles. Les visites plus espacées. Les conversations plus courtes. Les décisions prises ailleurs, annoncées après coup. Je me disais que c'était normal. Le monde allait plus vite. Je m'adaptais. Quand les conjoints sont entrés dans l'équation, j'ai redoublé de prudence. Je ne voulais pas être celle qui gêne, qui impose, qui rappelle trop le passé. Je croyais encore que la sagesse consistait à s'effacer au bon moment. Je confondais la paix avec le silence. On a commencé à me parler de fatigue, de repos mérité, de simplification, toujours avec douceur, toujours avec cette bienveillance qui ne laisse pas de place à la contradiction. Je n'y voyais pas encore une stratégie. J'y voyais une sollicitude maladroite. Pourtant, je continuais à gérer. Mes papiers étaient en ordre, mes comptes clairs, ma mémoire intacte. Je savais où se trouvait chaque document, chaque décision prise au fil des années. Mais cela n'entrait plus dans l'équation. Ce qui comptait désormais, c'était l'image qu'on se faisait de moi. Une femme âgée, forcément ralentie, forcément soulagée, qu'on décide à sa place. Je croyais que le respect était acquis, qu'il reposait sur tout ce que j'avais donné auparavant. Je n'avais pas compris que, pour certains, le passé n'est jamais un droit. Il devient une gêne dès qu'il empêche d'aller plus vite, plus loin, sans entrave. Peu à peu, une fatigue nouvelle s'est installée. Pas celle du corps, celle de devoir prouver que j'étais encore capable, encore légitime. Je n'osais pas encore mettre des mots dessus. Je me disais que c'était une phase, que cela passerait. Je me trompais. Ce que je prenais pour une adaptation naturelle à l'âge était en réalité un déplacement progressif du pouvoir, une manière douce de me sortir du centre sans provoquer de conflit. Et parce que j'avais passé ma vie à tenir, à comprendre, à patienter, j'ai laissé faire. Il croyait que le temps m'avait rendu vulnérable. Il n'avait pas compris que ce même temps m'avait appris à reconnaître exactement le moment où il ne fallait plus céder. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une rupture nette. Ils se sont installés par petites touches, presque polies, comme si l'on craignait encore de me heurter. C'est sans doute pour cela que je n'ai rien dit au début. Rien ne semblait suffisamment grave pour justifier une réaction. Non. Et pourtant, tout s'accumulait. Il y a eu d'abord les regards. Pas les regards francs, directs, mais ceux qui glissent. Ceux que l'on échange au-dessus de votre tête, comme si votre présence était déjà devenue secondaire. Je les surprenais parfois, mon gendre et ma fille, à parler de moi à la troisième personne alors que j'étais dans la pièce. Ils baissaient la voix, puis souriaient quand je me retournais. Je mettais cela sur le compte de la discrétion malhabile. Puis les remarques sont venues. Des phrases dites avec douceur, presque affectueuses. « Tu es sûr que tu te souviens bien ? Laisse, je vais m'en occuper, ce sera plus simple. »
De bas, tu devrais te reposer un peu plus. Chaque phrase prise isolément semblait anodine. Ensemble, elles dessinaient une image qui ne me ressemblait pas. Je me suis mise à douter, parfois. Non pas de mes capacités, mais de ma légitimité à les affirmer. Était-ce vraiment nécessaire de corriger, d'insister, de rappeler que je savais encore? J'avais été élevée dans l'idée que l'insistance est une forme d'agressivité. Alors je me taisais. Les décisions, elles, ont commencé à se prendre sans moi. Rien d'important, au départ. Une date déplacée, un rendez-vous annulé, une dépense réglée, sans le consulter. On m'en informait après coup, toujours avec cette phrase. On a pensé que ce serait plus simple pour toi. Simple pour qui? La question ne franchissait pas mes lèvres. Je me souviens d'un dimanche en particulier. Ils avaient organisé un repas sans me prévenir, chez moi. Des invités que je ne connaissais pas. J'ai été mise devant le fait accompli. Ma fille m'a dit qu'elle pensait me faire plaisir, que j'aimais recevoir. J'ai souri. J'ai cuisiné. J'ai servi. Personne n'a remarqué que je n'avais pas été invitée à décider. Il y a eu aussi mes affaires personnelles. Un tiroir réorganisé. Un classeur déplacé. Des papiers regroupés ailleurs, pour plus de clarté. J'ai demandé pourquoi. On m'a répondu que c'était pour m'aider. Que je m'y perdrais moins. Cette phrase m'a blessée plus que je ne voulais l'admettre. Elle contenait déjà l'idée que je n'étais plus fiable. Oh, je continuais pourtant à gérer mes comptes, mes courriers, mes obligations. Rien n'était négligé, rien n'était oublié, mais on ne me demandait plus. On vérifiait, on contrôlait, et ce contrôle prenait la forme d'une sollicitude insistante. Les conversations changeaient de ton quand j'entrais dans la pièce. Les sujets devenaient soudain, légers, ou s'arrêtaient net. Je sentais que certaines choses se décidaient ailleurs, sans moi. J'avais l'impression étrange d'être présente physiquement, mais absente symboliquement. Je me disais que c'était temporaire, une période de transition, que je devais être patiente. Après tout, je l'avais toujours été. La patience avait été mon outil principal pour maintenir l'équilibre familial. Je ne voulais pas être celle qui crée des tensions à cause de détails, mais ces détails s'accumulaient. Une clé que l'on ne me rendait pas tout de suite. Un mot de passe changé sans m'en parler. Une phrase lancée comme une évidence, on fera ça plus tard, quand tu ne seras plus là. Elle avait été dite en riant, presque comme une plaisanterie. Je n'avais pas ri. La solitude s'est installée de cette façon-là, pas par l'absence, mais par l'invisibilisation progressive. J'étais là, utile encore, mais plus consultée. Présente, mais déjà mise à distance. J'avais l'impression d'être devenue une pièce du décor, respectée parce que ancienne, mais déplacable. Je n'en parlais à personne. Je craignais qu'on me dise que j'exagérais, que c'était l'âge qui me rendait susceptible. Je préférais garder ces impressions pour moi, les observer, les vérifier. Le temps, encore une fois, m'apprenait à attendre. Parfois, la nuit, je repassais les scènes. Je cherchais le moment précis où tout avait basculé. Je ne le trouvais pas. Parce que ce n'était pas un basculement, mais un glissement. Lente, calculée, presque imperceptible. Et pourtant, au fond de moi, une certitude commençait à prendre forme. Ce qui se jouait n'était pas une maladresse passagère. C'était une redistribution des rôles. Et dans cette nouvelle organisation, ma place n'était plus centrale. Je continuais à sourire, à aider, à faire semblant de ne pas remarquer. Mais quelque chose en moi s'était mis à observer avec une attention nouvelle. Pas pour accuser, pour comprendre. Ils croyaient que je ne voyais rien. Ils ignoraient que le temps m'avait appris à reconnaître les petites humiliations, celles qui précèdent toujours les grandes décisions. La goutte d'eau n'est pas tombée avec fracas. Elle s'est déposée doucement, presque élégamment, comme tout ce qui se fait quand on ne veut pas assumer la violence de ses actes. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus seulement contournée. J'étais menacée d'effacement réel. Je cherchais un document précis, un papier ancien, important, que je gardais toujours au même endroit. Je connaissais ce classeur par cœur. J'y avais rangé chaque chose, avec méthode, année après année. Quand je l'ai ouvert, l'espace était vide. Le papier avait disparu. Je n'ai pas paniqué. Pas encore. J'ai vérifié ailleurs, calmement,
convaincu qu'il s'agissait d'un déplacement anodin. Puis j'ai senti ce malaise particulier, celui qui n'est pas lié à l'oubli, mais à l'intrusion. Quelque chose n'était pas à sa place, ou plutôt, quelqu'un avait décidé que cela ne devait plus être la mienne. J'ai demandé. Simplement. Ma fille a répondu sans hésitation. Oui, elle avait pris certains documents. Pour les mettre en sécurité. Elle a ajouté que son mari avait tout scanné, pour éviter les pertes. Elle parlait avec assurance, comme si cette décision allait de soi. J'ai senti mon corps se raidir. Pas de peur, de lucidité. Je lui ai demandé depuis quand on prenait ce genre d'initiative, sans m'en parler. Elle a soupiré. Elle a dit que ce n'était pas contre moi. Qu'il voulait anticiper. Qu'à mon âge, il fallait penser à l'avenir. L'avenir, ce mot avait changé de camp. Mon gendre est arrivé. Il a expliqué, posément, qu'ils avaient commencé à préparer certaines choses, pour le jour où je ne pourrais plus gérer seul. Il a parlé de protection, de simplicité, de responsabilité familiale. Chaque phrase était bien formulée. Trop bien. Je lui ai demandé s'ils avaient l'intention de faire quoi que ce soit sans mon accord. Il a répondu que non, bien sûr. Mais il a ajouté que certaines démarches pouvaient être facilitées avec une procuration. Une simple formalité. Juste au cas où. Juste au cas où. J'ai compris à cet instant que ce n'était plus une hypothèse abstraite. Ils envisageaient concrètement de pouvoir agir à ma place. Pas parce que j'étais incapable. Parce que cela les arrangerait. Le cadre était prêt. Il ne manquait plus que le moment. Je me suis assise. Le silence s'est installé. Ma fille me regardait avec une impatience mal dissimulée. Comme si je retardais une évidence. Comme si ma résistance était un caprice tardif. J'ai demandé à voir les copies, les scans, les notes prises. Ils ont hésité. Puis ils ont montré. Des annotations, des chiffres, des mots écrits de leurs mains. Ma vie administrative réduite à des colonnes, des estimations, des projections. J'étais encore là, mais déjà transformée en dossier. C'est là que j'ai ressenti quelque chose de définitif. Une ligne invisible venait d'être franchie. Il ne s'agissait plus de petites humiliations, ni de décisions pratiques. Il s'agissait d'une tentative claire de prise de contrôle. L'intention était désormais tangible. Je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté. J'ai refermé le classeur lentement. J'ai dit que je voulais récupérer mes documents. Ils ont échangé un regard. Puis ont accepté, à contre-cœur. Comme si je récupérais quelque chose qui ne m'appartenait déjà plus tout à fait. Je suis montée dans ma chambre avec les papiers serrés contre moi. Une fois la porte fermée, j'ai respiré longuement. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était d'une clarté absolue. Il n'y avait plus d'ambiguïté possible. Ce n'était pas une maladresse. Ce n'était pas une inquiétude mal exprimée. C'était une tentative d'éviction progressive, habillée de bonnes intentions. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit ce qui venait de se passer. Précisément. Sans émotion inutile. Les mots exacts. Les propositions faites. Les regards échangés. Chaque détail comptait désormais. En refermant le carnet, je savais que je venais de changer de statut. Je n'étais plus simplement une femme âgée qu'on contourne. J'étais devenue quelqu'un qui savait exactement ce qui se préparait. Ils avaient cru que le temps jouait contre moi. Ils venaient de m'offrir la preuve qu'il était temps d'agir. Les nuits qui ont suivi cette scène ont été longues, mais étonnamment ordonnées. Je ne me débattais plus contre des impressions floues. Je n'essayais plus de deviner. Tout était devenu clair, presque austère. Quand la vérité se montre enfin, elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe. Je dormais peu. Je me levais avant l'aube, quand la maison était encore figée, quand personne ne parlait à ma place. Je m'asseyais à la table de la cuisine, une tasse de thé entre les mains, et je laissais les pensées se mettre en place. Il n'y avait plus de colère. Seulement une vigilance nouvelle, calme, précise. Je repassais chaque scène dans ma tête, sans indulgence, sans dramatisation. Les phrases exactes. Les mots choisis. Anticiper. Protéger. Simplifier. Je comprenais désormais leur fonction réelle. Rien n'avait été improvisé. Ce que j'avais pris pour de la sollicitude était une stratégie lente, patiente, presque pédagogique. On m'avait préparé à accepter l'idée que je devais être aidée,
avant même que l'aide ne devienne un moyen de contrôle. Deux voix se répondaient en moi. L'ancienne, familière, me murmurait de rester discrète, de ne pas rompre l'équilibre fragile. Elle me rappelait tout ce que j'avais déjà perdu, tout ce que je pourrais encore perdre. Elle parlait au nom de la paix, mais une paix qui exigeait mon effacement. L'autre voix, plus récente, n'élevait jamais le ton. Elle posait une seule question, inlassablement. Jusqu'où accepter que d'autres décident de ta place sans ton consentement? Cette question revenait chaque matin, plus nette, plus exigeante. Et chaque jour, la réponse se précisait. Je me suis surprise à prier, parfois. Pas pour qu'il change, pas pour que la situation se résolve d'elle-même. Je priais pour rester lucide, pour ne pas me laisser enfermer dans l'image qu'on construisait de moi. Je savais désormais que toute émotion excessive serait utilisée contre moi. On dirait que je m'inquiète trop. On dirait que je ne comprends plus. Il me fallait autre chose que l'indignation. J'ai repris mon carnet. Je l'ai relu depuis le début. Les notes prises presque machinalement formaient maintenant une chronologie implacable. Les dates, les décisions prises sans moi, les documents déplacés, les phrases répétées. Ce carnet n'était plus un refuge intime. Il était devenu une preuve silencieuse. Je n'avais rien imaginé. Rien exagéré. Cette certitude m'a donné une force inattendue. Pas une énergie explosive. Une détermination tranquille. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit ce qu'il fallait faire. Non ce que je ressentais. Vérifier mes droits. Sécuriser mes papiers. Comprendre précisément ce que la loi autorisait ou interdisait. J'avais passé ma vie à organiser pour les autres. Je pouvais encore le faire pour moi. J'ai rassemblé mes documents importants. Actes, relevés, attestations. Je les ai classés, rangés dans une enveloppe épaisse. Je ne l'ai pas laissé dans un endroit évident. Je l'ai placé là où personne n'aurait l'idée de chercher. Ce geste simple m'a procuré un apaisement presque physique, comme si je reprenais possession de quelque chose de fondamental. Ensuite, je me suis renseignée, discrètement, sans poser de questions à ceux qui auraient intérêt à me rassurer. J'ai lu. J'ai comparé. J'ai découvert des mots que je n'avais jamais voulu connaître. Capacité juridique, procuration, révocation. Ces termes me faisaient peur, mais ils me protégeaient aussi. Ils prouvaient que rien n'était vague. Rien n'était laissé à l'interprétation familiale. Plus j'avançais, plus une évidence s'imposait. Mon âge ne supprimait aucun de mes droits. La loi ne fonctionne pas à l'habitude, ni à l'émotion. Elle fonctionne avec des faits, des cadres précis, des signatures. Et tant que je n'avais rien signé, personne ne pouvait agir à ma place. J'ai pensé à une amie de longue date, une femme droite, lucide, qui avait connu ses propres combats. Je l'ai appelée. Je n'ai pas tout raconté. J'ai dit l'essentiel. Quelque chose se préparait sans moi. Et j'avais besoin d'un regard extérieur, honnête. Elle a compris immédiatement. Chez elle, j'ai parlé librement, sans être interrompue, sans être minimisée. Quand j'ai terminé, elle m'a dit calmement que je devais consulter un notaire. Pas pour attaquer, pour comprendre, pour poser un cadre avant qu'on ne m'enferme dans celui des autres. Ce soir-là, en rentrant, je n'avais plus peur. Je savais que je n'étais plus seule face à ce qui se préparait. Mon silence n'était plus une soumission. Il devenait une préparation. Ils croyaient que le temps jouait contre moi. Ils ignoraient qu'il m'avait appris à réfléchir avant d'agir et à agir sans bruit quand le moment venait. La rencontre avec le notaire n'a rien eu de solennel et c'est précisément ce qui m'a rassurée. Pas de gravité inutile, pas de phrases alarmistes, seulement des faits, posés calmement comme on pose des repères sur une carte avant de décider du chemin. Chemin. Je suis allée un matin discret, sans en parler à personne. J'ai dit que je sortais marcher, que j'avais besoin d'air. On n'a pas insisté. Mon absence passait inaperçue désormais, et cette invisibilité m'offrait une liberté nouvelle. Le cabinet était clair, ordonné, presque austère. J'ai sorti mes papiers, mon carnet, mes notes. J'ai raconté les faits, sans me justifier, sans chercher à convaincre. Le notaire a écouté longtemps, sans m'interrompre. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il m'a demandé ce qui avait été fait, dit, déplacé. Cette précision m'a fait du bien. Quand j'ai terminé, il a hoché la tête et m'a dit une phrase simple, que je n'oublierai jamais. Tant que vous êtes capable de comprendre et de décider,
Personne n'a le droit de le faire à votre place. Ni par affection, ni par inquiétude supposée, ni par habitude. Il m'a expliqué, point par point, ce qui relevait de mes droits. Ce qui ne pouvait être fait sans mon accord écrit. Ce que signifiaient réellement les mots qu'on m'avait jetés comme des évidences. Procuration, anticipation, protection. Rien n'avait de valeur sans ma signature. Rien ne pouvait m'être retiré sans une procédure claire, encadrée, contrôlée. Cette clarté a agi comme un redressement intérieur. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas fragile. J'étais simplement entourée de personnes qui avaient pris de l'avance sur des décisions qui ne leur appartenaient pas. Nous avons parlé de prévention, pas de conflit. Le notaire ne m'a pas encouragée à affronter. Il m'a conseillé d'organiser, de sécuriser, de reprendre la main sans provoquer. Agir sans bruit, mais avec rigueur. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir un nouveau compte bancaire. Pas par défi, par nécessité, dans une agence éloignée où personne ne connaissait mon histoire familiale. J'y ai transféré une partie de mes économies, progressivement, sans geste brusque. Chaque mouvement était réfléchi, justifié, discret. Rien qui aurait pu éveiller des soupçons inutiles. Ensuite, j'ai rassemblé tous mes documents originaux. Actes, relevés, attestations, courriers importants. Je les ai classés avec une précision presque maniaque. Non par peur, mais par respect pour moi-même. Chaque papier bien rangé était une limite redessinée. La question de la maison s'est imposée naturellement. Tant qu'elle resterait au centre de leur projection, je resterais vulnérable. Cette maison, je l'aimais. Elle contenait toute ma vie d'adulte, mes souvenirs, mes habitudes. Mais elle était devenue un enjeu, un objet de calcul, un futur, déjà partagé sans moi. Mettre la maison en vente n'a pas été une impulsion. C'était une décision mûrie, douloureuse, mais lucide. Je n'en ai parlé à personne. Le notaire s'est chargé des démarches avec une discrétion absolue. Les visites étaient organisées quand je savais la maison vide. Je disais que je sortais. Personne ne s'en inquiétait. Signer le mandat a été un moment étrange. J'ai ressenti une tristesse sourde, mais aussi un soulagement inattendu. La maison cessait d'être un symbole d'attente pour les autres. Elle redevenait un choix pour moi. J'ai ensuite rédigé un testament. Clair. Sans ambiguïté, pas pour punir. Pour protéger. Pour éviter que mes décisions soient interprétées, réécrites, contestées. Écrire ces lignes m'a donné une paix que je n'avais pas anticipée. Tout était désormais posé, encadré, respecté. À la maison, je continuais à jouer mon rôle. Je souriais, je répondais brièvement, je rendais service quand on me le demandait. Ils voyaient dans mon calme une résignation. Ils se trompaient. Mon silence n'était plus une faiblesse. Il était devenu une stratégie. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans mon carnet. Une date, une signature, un courrier envoyé. Ce carnet n'était plus un refuge émotionnel. Il était devenu une structure, une colonne vertébrale. Je ne ressentais ni excitation ni peur, seulement une concentration profonde. J'agissais sans précipitation, mais sans naïveté. Tout ce que je faisais s'inscrivait dans une logique simple. Reprendre ce qui m'appartenait avant qu'on ne me l'arrache, sous prétexte de m'aider. Ils croyaient que le temps travaillait à leur avantage. Ils ignoraient qu'il m'avait appris à préparer chaque geste, longtemps à l'avance, et à frapper juste, sans jamais lever la voix. Mais le moment où tout a basculé n'a pas ressemblé à une explosion. Il a eu la forme d'une suite de confirmations, lentes et irréfutables, comme ces marées, qui montent sans bruit, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il n'y a plus de sable sec. Tout a commencé par un courrier officiel. Une enveloppe épaisse, au papier rigide, arrivée parmi les factures ordinaires. Ma fille l'a ouverte machinalement, debout dans l'entrée. Je l'ai vue relire la première page, puis la seconde, avec une attention inhabituelle. Son visage s'est figé. Pas de colère. Pas encore. Une inquiétude brute, sans filtre. Elle a appelé son mari. Ils ont parlé à voix basse. Trop basse. Des mots coupés. Des chiffres. Des dates. Puis leurs regards se sont posés sur moi, ensemble, avec une hésitation nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne savaient plus comment me regarder. Ils ont évoqué la banque. Des informations qui ne correspondaient plus. Des accès modifiés.
des autorisations inexistantes. Il parlait d'erreurs, de dysfonctionnements administratifs. Le mot malentendu revenait souvent, comme une planche de salut. Je les ai laissés chercher. Je savais que cette phase était nécessaire. Mon gendre m'a finalement demandé si j'avais fait des démarches récemment. Son ton se voulait neutre, mais je percevais la tension. J'ai répondu calmement que j'avais mis de l'ordre. Rien de plus, rien de moins. Le silence est tombé, lourd, presque tangible. Ma fille a posé l'enveloppe sur la table avec précaution, comme si elle craignait qu'elle ne se déchire sous ses doigts. Elle a demandé si j'avais consulté quelqu'un. La question était précise. Trop précise pour être anodine. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas expliqué. J'ai dit que j'avais agi dans le cadre de la loi. Pour me protéger. Ils ont tenté de reprendre la main. Ils parlaient de communication, de confiance, de décisions prises trop vite. Ils disaient que tout aurait pu être évité. Ce mot, éviter, sonnait creux. Éviter signifiait simplement que je devais rester à ma place, celle qu'ils avaient déjà définie pour moi. J'ai sorti une copie du mandat de vente et je l'ai posée sur la table. Le changement a été immédiat. Mon gendre s'est tu. Ma fille a lu lentement, comme si elle espérait découvrir une ligne cachée qui invaliderait ce qu'elle comprenait déjà. Elle a relevé les yeux, incrédule. La maison, ce pilier silencieux de leur projet, n'était plus disponible. Elle n'était plus un futur. Elle était déjà ailleurs. Ils ont parlé en même temps. De projets compromis, d'irresponsabilité, de décisions prises sans eux. Cette phrase-là m'a frappée par sa justesse involontaire, sans eux. Comme si ma vie n'avait plus jamais été censée se dérouler avec moi. Je suis restée assise. Je n'avais ni colère, ni triomphe. Seulement une distance nouvelle, solide. Leur agitation ne m'atteignait pas. Ils découvraient soudain que ce qu'ils croyaient acquis reposait sur une supposition fragile. Ma fille a fini par me demander pourquoi je n'avais rien dit. Pourquoi j'avais agi dans leur dos? La question était presque sincère. Je lui ai répondu doucement que je n'avais jamais été consultée quand ils décidaient à ma place, que j'avais simplement repris ce droit-là. Mon gendre a tenté une autre approche. Il parlait d'intention, de peur, de volonté, de bien faire. Toujours cette phrase, comme si l'intention suffisait à effacer les actes. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à négocier. Les jours suivants ont apporté leur confirmation. Courrier recommandé. Décision validée. Compte sécurisé. Tout ce qui avait été préparé sans bruit prenait désormais une forme définitive. Ils ont compris alors que rien ne pourrait être annulé. Ma fille s'est assise lourdement. Mon gendre est resté debout, figé. Il n'avait plus de marge, plus de levier. Ce qu'ils prenaient pour une évidence leur échappait entièrement. Non, je n'ai pas souri. Je n'ai rien savouré. J'ai simplement constaté que le piège s'était refermé sans cri, sans humiliation publique, sans violence, juste par la loi, la patience et le temps. Ce soir-là, je me suis retirée tôt dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai posé mon carnet sur la table de nuit, sans l'ouvrir. Il n'y avait plus rien à écrire. Tout était en place. Ils avaient cru que le temps jouait contre moi. Ils découvraient enfin qu'ils m'avaient appris à attendre le moment exact où l'on cesse de vous prendre pour acquise. Après cette confrontation silencieuse, la maison n'a plus jamais retrouvé son équilibre apparent. Rien n'était ouvertement conflictuel, mais tout était tendu, comme une corde trop serrée qui menace de rompre au moindre du mouvement. Les murs semblaient écouter. Les pas se faisaient plus prudents. Les regards, plus fuyants. Ma fille évitait désormais de me parler directement. Là, elle, quand elle le faisait, c'était sur un ton mesuré, presque administratif. Elle choisissait ses mots avec soin, comme si chaque phrase pouvait se retourner contre elle. Mon gendre, lui, oscillait entre une froideur distante et une nervosité qu'il maîtrisait mal. Ils avaient perdu ce qui les rassurait le plus, la certitude de contrôler la situation. Mais les conversations se déplaçaient derrière des portes closes. Je les entendais parfois, tard le soir. Des murmures, des reproches à peine contenus. Ils se renvoyaient la responsabilité de ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Soit elle lui reprochait d'avoir sous-estimé ma lucidité. Lui reprochait d'avoir cru que tout était acquis. Je n'étais plus au centre de leurs échanges. J'en étais devenue la faille. Je circulais dans la maison avec une tranquillité nouvelle. Je ne provoquais rien. Je ne me justifiais pas. Je faisais ce que j'avais toujours fait, mais sans me plier à l'attente de plaire ou de rassurer.
Quelque chose s'était détaché en moi. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour tenir droite. Un soir, ma fille a tenté de parler. Elle a commencé par dire qu'elle se sentait dépassée, qu'elle n'avait pas voulu mal faire. Elle parlait de fatigue, de pression, de peur de se tromper. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Je reconnaissais ce discours. Je l'avais tenu, moi, à même autrefois, pour expliquer ce que je n'osais pas affronter. Quand elle a terminé, elle a attendu. Peut-être un pardon, peut-être un retour à l'ancien équilibre. Je lui ai répondu calmement que je comprenais sa fatigue, mais que je ne pouvais plus porter à sa place des décisions prises sans moi. Que ce qui s'était passé n'était pas un accident, mais une accumulation. Elle a baissé les yeux, elle n'a pas insisté. À partir de ce moment-là, une distance claire s'est installée. Pas une rupture franche, une séparation intérieure. Nous partagions encore le même espace, mais plus la même réalité. Ils faisaient leurs projets sans m'y inclure. Je faisais les miens sans les annoncer. Je passais de plus en plus de temps dehors. Marcher m'aidait à respirer, à penser sans être interrompu. Ah oui, je regardais les autres familles, les personnes seules, les couples silencieux. Je comprenais que la solitude n'est pas toujours une absence. Elle peut être un choix, une protection, une réparation lente. À la maison, les tensions entre eux s'accentuaient. Les non-dits devenaient plus lourds que les disputes. Je sentais que ce qui se jouait ne me concernait déjà plus. Leur couple vacillait, sous le poids de projets construits sur des suppositions erronées. Je n'avais rien déclenché. J'avais simplement cessé de me taire. Un matin, mon gendre a annoncé qu'il partirait quelques jours. Pour réfléchir. Pour prendre du recul, ma fille a acquiescé sans discuter. Quand il est parti, la maison a changé de respiration. Le silence n'était plus hostile. Il était vide, presque fragile. Ma fille errait d'une pièce à l'autre. Elle semblait perdue. Je la regardais avec une compassion distante. Pas de supériorité. Pas de revanche. Juste la lucidité de quelqu'un qui sait qu'il n'est plus responsable de réparer ce qui a été abîmé sans lui. C'est dans ce calme nouveau que d'autres vérités sont apparues. Des projets financiers dont je n'avais jamais entendu parler. Des hypothèses bâties sur la certitude de récupérer ce qui ne leur appartenait pas encore. Ma fille découvrait peu à peu l'ampleur de ce qui avait été imaginé sans mon accord. Et cette découverte la laissait sans voix. Je ne me réjouissais pas de cette désagrégation. Je la constatais. Comme on observe l'effondrement lent d'un édifice bâti sur un terrain instable. J'avais compris que certaines familles ne se brisent pas à cause d'un conflit, mais parce que l'équilibre était faux depuis longtemps. À l'approche de la signature définitive, j'ai commencé à préparer mes affaires, sans précipitation, avec méthode. Les documents essentiels, les objets qui avaient un sens. Le reste n'était plus qu'un décor. Je regardais cette maison avec un regard neuf. Elle n'était plus un refuge, ni un piège. Elle devenait un lieu de passage. Et moi, intérieurement, j'étais déjà ailleurs, porté par cette certitude tranquille que le temps ne m'avait pas affaibli. Il m'avait libéré. Le départ ne s'est pas fait dans la précipitation. Il a mûri lentement, à l'intérieur, bien avant que les cartons n'apparaissent. J'avais déjà quitté la maison mentalement, sans colère, sans amertume excessive. Quand on cesse d'attendre quelque chose d'un lieu, il devient plus facile de le quitter. J'ai choisi un petit appartement près de la mer, pas pour fuir, mais pour respirer. 2 pièces claires, un balcon étroit, le bruit de l'eau comme une présence régulière. Neutre, rien de luxueux, rien d'approuvé. Dès la première nuit, j'ai senti que mon corps se détendait autrement. Le silence n'y pesait pas. Il enveloppait. Les premiers jours, je me suis autorisée à ralentir, à ne pas répondre immédiatement au téléphone, à ne pas remplir chaque heure. J'avais passé tant d'années à anticiper les besoins des autres que l'absence de demande me désorientait presque. Puis j'ai compris que ce déséquilibre était le signe d'un ajustement nécessaire. Je marchais souvent le long de la promenade, tôt le matin. Les mêmes visages revenaient. Et on se saluait sans curiosité excessive. Ici, personne ne connaissait mon histoire. Personne ne me définissait par mon rôle de mère, de belle à mère, de femme âgée à protéger. J'étais simplement une personne parmi d'autres. Cette neutralité me rendait légère. Peu à peu, des habitudes simples se sont installées. Le café du coin où l'on me servait sans commentaire. La librairie où je pouvais rester longtemps sans être interrompue.
Une voisine avec qui je partageais quelques mots sur le vent, la pluie, les saisons. Ces échanges modestes avaient une densité nouvelle. Ils ne demandaient rien de moi que ma présence. Ma fille a tenté de reprendre contact. D'abord par message court, prudent. Puis par un appel que je n'ai pas pris. Enfin par une lettre. Elle parlait de fatigue, de regret, de peur de m'avoir perdue. J'ai lu ces mots sans colère. J'y ai reconnu une sincérité mêlée d'une attente silencieuse. Celle que je revienne à ma place d'avant. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais appris que certaines réponses doivent attendre pour être justes. Aimer un enfant ne signifie pas toujours se rendre disponible immédiatement. Cela signifie parfois préserver une distance qui permet de ne plus se renier. Les semaines ont passé. J'ai commencé à m'inscrire à des activités simples, mais un atelier d'écriture proposé par la mairie. Une marche hebdomadaire avec une femme rencontrée face à la mer. Rien d'extraordinaire. Mais chaque choix venait de moi. Je n'avais plus besoin de justifier, d'expliquer, de demander si c'était raisonnable. Je pensais parfois à mon gendre, sans colère. Il appartenait désormais à un autre chapitre. Je n'avais plus besoin de comprendre ses intentions. Elles n'avaient plus de prise sur ma vie. Ce détachement n'était pas de l'oubli. C'était une clarification. Mes carnets reposaient dans un tiroir. Je ne les consultais plus, par vigilance, mais par mémoire. Ils me rappelaient que je n'avais pas imaginé, que j'avais vu juste quand on essayait de me faire douter. Savoir qu'ils existaient suffisait. Je n'avais plus besoin de les relire souvent. Un soir, assise sur le balcon, j'ai pensé aux femmes de mon âge qui restent parce qu'elles croient n'avoir nulle part où aller. J'ai compris que partir n'est pas toujours une question de moyens ou de courage. C'est souvent une question d'autorisation intérieure, celle de ne plus se rendre disponible à l'effacement. Je n'étais pas devenue invulnérable. Certaines douleurs revenaient, par vagues légères. Une phrase entendue au hasard, une odeur familière, mais elle ne décidait plus de ma place. Elle passait, comme passent les nuages, sans m'obliger à rentrer dans l'orage. Je savais que tout n'était pas réglé, que certaines conversations n'auraient peut-être jamais lieu. Mais j'avais cessé de les attendre. Et cette absence d'attente me donnait une paix nouvelle. Je n'espérais plus qu'on me reconnaisse. Je me reconnaissais moi-même. En regardant la mer se teinter de lumière à la tombée du jour, j'ai compris que le temps ne m'avait rien pris d'essentiel. Il m'avait appris à distinguer ce qui mérite d'être, retenu de ce qui doit être laissé derrière. Et cette leçon, discrète mais profonde, me permettait enfin d'avancer sans peur vers le lendemain. Il y a des soirs où je m'assieds face à la mer, quand la lumière décline et que le monde ralentit enfin. Je n'attends rien de particulier. Je regarde. Je respire. Je laisse venir ce qui doit venir, sans l'obligation d'y répondre. Le passé n'a plus besoin d'être combattu, dès lors qu'il est reconnu pour ce qu'il a été. Je pense parfois à la femme que j'ai été pendant si longtemps. Celle qui croyait que tenir bon était une vertu suffisante. Celle qui pensait que la patience finirait toujours par être récompensée. Je ne la méprise pas, je la comprends mieux aujourd'hui. Elle a vécu selon ce qu'on lui avait appris, selon ce que son époque valorisait. Se taire pour maintenir la paix. Céder pour préserver l'unité. Elle ne savait pas encore que l'unité peut devenir une prison, quand elle exige l'effacement d'une seule personne. Vieillir m'a appris une vérité simple, que personne ne vous enseigne vraiment. Le temps ne se contente pas d'user le corps. Il polit le regard. Il enlève les couches inutiles. Il fait tomber les illusions qui servaient autrefois à supporter l'inacceptable. À un moment donné, on ne peut plus se mentir sans se perdre. Je n'ai pas gagné contre eux. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas assisté à une réparation spectaculaire. J'ai cessé de me battre contre ma propre intuition. J'ai arrêté d'expliquer ce qui était évident. J'ai accepté que certaines relations ne survivent pas au moment où l'on cesse de se rendre commode. Cette acceptation a été plus douloureuse que n'importe quelle confrontation, mais elle a été libératrice. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie douce, sans amertume. Une odeur, un mot, un souvenir surgissent parfois sans prévenir. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi ils ont cru pouvoir décider, à ma place, pourquoi mon âge leur a semblé une permission. Chercher ces réponses serait encore leur laisser une emprise. Je préfère consacrer mon énergie à ce qui m'appartient vraiment. La solitude, aujourd'hui, n'est plus une punition.
Elle est devenue un espace clair, un lieu intérieur où je peux penser sans être interrompu, me souvenir sans être corrigé, exister sans être évalué. J'y ai trouvé une douceur que je ne soupçonnais pas, faite de choix simples, de silences assumés, de rythmes respectés. Ma fille existe toujours dans mon cœur, mais autrement, sans dette affective, sans attente excessive. Si elle revient un jour avec une parole lucide, je saurai l'accueillir sans me trahir. Et si elle ne revient pas, je saurai continuer sans me briser. Aimer un enfant n'oblige pas à s'effacer pour être digne de cet amour. Quant à son mari, il appartient désormais à un chapitre clos. Je ne lui souhaite ni chute, ni réparation éclatante. Il a agi selon ce qu'il croyait possible. La vie se charge souvent de rétablir les équilibres, sans que nous ayons besoin d'y participer. Je n'ai plus à porter ce qui ne m'appartient pas. Mes carnets reposent dans un tiroir. Ils ne servent plus à me protéger, mais à me souvenir. Ils sont la preuve que je n'ai pas imaginé, que je n'ai pas exagéré, que j'ai vu juste quand on tentait de me faire douter. Parfois, j'en relis quelques lignes. Je mesure le chemin parcouru. Puis je referme le tiroir, apaisé. Je pense souvent aux femmes de mon âge, à qui l'on parle doucement, comme à des enfants. À celles dont on décide l'avenir autour d'une table où elles sont présentes, sans être invitées à parler. À celles qui doutent, parce que d'autres ont intérêt à ce doute. À celles qui croient qu'il est trop tard pour dire non. À elles, j'aimerais dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Le temps n'est pas un ennemi, il est un maître discret. Il enseigne la patience, mais aussi le discernement. Il apprend à attendre, et surtout à reconnaître le moment où il ne faut plus céder. On nous a appris à préserver l'harmonie, même quand elle nous abîme. On a oublié de nous apprendre à poser des limites quand l'harmonie devient un piège. J'ai appris cette leçon tard, mais je l'ai apprise pleinement. Elle m'a coûté des liens, mais elle m'a rendu ma verticalité. Aujourd'hui, je vis simplement. Je marche, je lis, j'écoute le vent, je choisis mes silences, comme d'autres choisissent leurs mots. Je ne cherche plus à convaincre. Je n'ai plus besoin d'être consultée pour exister. Et dans cette simplicité retrouvée, je découvre une force tranquille, sans éclat, mais durable. Le temps n'a jamais joué contre moi. Il m'a appris à rester droite quand on cessait de m'écouter et à agir sans bruit quand on me croyait immobile. Le silence peut aussi être une forme de justice.